SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, pe Pona Bilenge ya Congo. J'ai essayé de manière échelonnée à identifier quel rôle doit jouer chaque jeune ou chaque structure des jeunes dans un élan collectif, dans une approche collective, dans un travail en réseau entre les structures des jeunes, pour faire en sorte que, au fil des temps, les engagements politiques environnementaux de l'actuel chef de l'État, décliné dans le programme du gouvernement qui est déjà en train d'être mis en œuvre, puisse réellement nous permettre de transformer nos vies grâce à nos ressources naturelles, mais dans un équilibre écologique, économique et social. Et ce rôle de la jeunesse, dans un premier temps, je le vois d'abord dans un rôle de la mobilisation et de la sensibilisation. Il n'y a pas de vision politique, même venant d'un grand révolutionnaire, qui réussisse sans une adhésion massive des destinataires de ces mesures politiques. Or, les destinataires des mesures politiques sont les citoyens que nous sommes. Si cette affaire nous concerne, nous avons le devoir de nous mobiliser, de sensibiliser pour arriver à une adhésion massive. Et à côté de cette adhésion massive, il y a le rôle de l'éducation de masse. Nous avons, vous et moi, l'opportunité de prendre part à ces assises pour essayer de recevoir un certain message qui vont nous outiller, mais ce n'est pas toute la population à l'heure actuelle qui a l'opportunité d'écouter ce que nous partageons ici. Et donc, nous, en tant que leaders communautaires, leaders du monde de la jeunesse, nous avons ces devoirs, au-delà de la mobilisation, d'arriver à éduquer la masse pour parvenir à une adhésion massive envers les engagements politiques qui nous sont bénéfiques. De cette sorte-là, on peut dire que le contrôle citoyen servira évidemment d'un outil du développement, d'un outil de redressement, d'un outil de restauration de la bonne gouvernance. Sans cette adhésion massive, le contrôle citoyen ne pourra servir qu'à des actions intempestives et qui vont peut-être s'arrêter à des arrestations arbitraires ou encore à des déclarations sur les réseaux sociaux, et ça s'arrête là. Et ça n'aura aucune conséquence sur la vie des Congolais et des Congolais. En deuxième lieu, il y a tout un rôle de recherche, de documentation, mais surtout de proposition de réformes et de plaidoyers pour amélioration. Je m'explique. Au niveau de la recherche et de la documentation, c'est déjà ce que nous sommes en train de faire. Et c'est l'occasion de remercier Chanera qui a initié ces assises. Nous avons eu l'opportunité d'avoir des capacités intellectuelles et d'être des leaders communautaires. Nous avons le devoir de fouiller, de voir ce qui se passe ailleurs, de faire un peu de benchmarking dans chaque secteur de l'État et notamment dans le secteur de l'environnement, voir ce qui est fait chez les autres, voir ce qui est documenté dans les différents ateliers, ainsi de suite, et arriver à une sorte de documentation qui peut être proposée au gouvernement. Nous n'aurons pas seulement les rôles de dénoncer, non. Nous avons aussi des rôles de faire des propositions de réformes adéquates, des propositions de réformes riches en informations, pour permettre au gouvernement de prendre des mesures courageuses qui peuvent transformer la gestion de notre secteur environnemental. Et au-delà de ces rôles de proposition de réforme, il y a tout un rôle de plaidoyer qui s'ensuit, parce que ça ne suffit pas de proposer des choses, mais encore il faut
plaider, il faut s'engager dans un processus de plaidoyer, mais je souligne dans un élan de collaboration avec les institutions. Voyez-moi, aucun pays ne peut se développer sans une communion d'actions entre gouvernants et gouvernés. Et je crois que c'est le dernier élément que je vais présenter dans ce troisième point, c'est ce rôle de contribuer à la restauration des dialogues citoyens. Nous sommes dans un pays où la confiance entre gouvernants et gouvernés est presque inexistante. Et je ne pense pas que dans ces climats-là, nous allons arriver à replacer notre pays dans les trains de développement et espérer une émergence dans les années qui sont en train de suivre. Donc, le rôle des jeunes, c'est aussi de reconstruire cette pratique, cette culture de dialogue citoyen qui va nous permettre évidemment d'avoir des conversations, des collaborations avec les institutions pour pouvoir proposer des mesures de réforme. Sans ces dialogues-là, qui doivent être à tous les niveaux, les dialogues citoyens entre les structures de la société civile, par exemple, entre celles de la société civile et celles de la classe politique, entre les citoyens et les institutions, ce n'est que de cette sorte-là que nous pouvons arriver évidemment à des réformes qui vont transformer la gouvernance dans notre pays en général et particulièrement dans les domaines environnementaux. D'un côté, il y a aussi toute la question de la communication et de la collaboration. Nous devons avoir des attitudes positives pour collaborer, pour communiquer avec ceux qui gèrent les pays, ceux qui gèrent les ressources environnementales. Ça ne sert à rien de voir un mal dans la classe politique ou dans la classe dirigeante, s'arrêter à faire un poste. Parce qu'aujourd'hui, la communication dans le monde de la jeunesse, c'est beaucoup plus Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Ça ne sert à rien de s'arrêter à faire un post sur Facebook, sur WhatsApp, mais il est aussi important de développer ces attitudes qui nous permettent de dialoguer avec les institutions politiques qui gèrent les ressources naturelles dans notre pays. Et ce n'est que dans cet élan de dialogue que peut venir un développement inclusif dans notre pays. C'était beaucoup plus un questionnement pour voir si réellement nous avons aujourd'hui une politique publique sectorielle dans le domaine de l'environnement qui nous permette de nous affirmer en tant que grande puissance environnementale, en tant qu'un pays qui détient la garantie de la continuité de l'existence humaine sur la planète par rapport à la question du changement climatique. Et je finis par proposer comment j'entrevois l'action collective des jeunes face à cette problématique pour être sûr que malgré la montée du changement climatique, nous allons quand même vivre dans la paix. Je rappelle que si aujourd'hui les conséquences qui sont déjà fâcheuses continuent à monter, la RDC est un des pays qui n'a pas encore de mécanismes de résilience pour faire face à la menace du changement climatique. Et donc, arrêtons de rêver, inscrivons-nous dans une participation citoyenne responsable, basée sur une approche de collaboration avec les institutions pour pouvoir faire face à ces défis mondiaux. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Justice Chikona, pour cette brève explication quant à notre premier sous-thème. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Nera Kaninda pour nous animer le deuxième sous-thème qui est l'humanisation du changement climatique, prévention des effets néfastes sur le droit de l'homme. Ok, merci M. Christian pour la parole et je salue tout le monde et très réjoui que nous attirons notre attention vraiment sur cette problématique du changement climatique. Cela montre ce que chacun de nous s'est mobilisé sur ça et que toute personnalité qui était intéressée pour l'intervention a dû sacrifier toutes les occupations cet avant-midi pour venir s'entretenir et promouvoir l'urbanisation du changement climatique. Alors, moi je vais parler sur l'humanisation du changement climatique, prévention des effets néfastes sur les droits de l'homme. D'entrée de jeu, il faut rappeler que dans les temps jadis, les changements climatiques n'avaient pas cette appréhension sur l'humanisation. On avait totalement mis à côté l'aspect droit de l'homme et pourtant les changements climatiques ont comme agent principal l'homme. Ces effets empiètent sur les droits, plusieurs droits, les droits à la vie, les droits à l'alimentation, les droits au logement, etc., etc.
Et lorsqu'il y a la dégradation de l'environnement, vous verrez que le milieu quelconque ne pourra plus jouir de ses droits comme il se doit, alors qu'ils sont détenteurs des droits et que l'État est dans l'obligation de garantir à chaque citoyen ces droits-là. Et on ne peut pas regarder l'État de loin, on ne peut pas aussi rester comme ça d'un coin croyant que l'État peut tout faire à notre place. Alors chacun de nous a l'aptitude de contribuer tant soit peu à l'amélioration des conditions de vie. C'est comme ça que les Nations Unies a cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, parlé de l'action collective sur les changements contre les changements climatiques en faveur de la paix. Parce que tant que les changements climatiques dégradent la vie des humains, nous n'allons pas vivre en paix. Il y a des migrations ici et là, il y a la sécheresse et les inondations. Vous voyez que l'homme ne jouit plus vraiment de sa santé, de la vie et tout ça. Alors, l'humanisation, c'est juste le fait de mettre au devant de toutes choses, surtout par rapport au changement climatique, la garantie des droits de l'homme à chaque peuple. Et vous verrez que les effets du changement climatique ont toujours comme première victime les personnes vulnérables ou les hommes ou les environnements qui sont plus vulnérables. Là où il y a des inondations, vous verrez qu'il y a des populations qui ne vivent que de la nature, qui ne vivent que de la forêt. Et lorsqu'il y a déforestation, lorsqu'il y a dégradation de l'environnement, il y a débordement des mers et tout ça, vous voyez que c'est cette population-là qui ne dépend que de l'agriculture qui va beaucoup payer. Alors, les droits de l'homme, comme nous le savons, c'est ce que mérite l'homme naturellement. Les droits à la vie, au logement, naturellement, lorsqu'on est, chacun les mérite. Donc c'est inaliénable, c'est inhérent à tout le monde, ce n'est pas négociable. Et peu importe les conditions, bien qu'il faut toujours s'adapter aux conditions pour assurer progressivement cette garantie à chaque peuple, en tenant compte de toutes les circonstances qui prévaut dans certains coins du monde. Mais ces droits sont inhérents à tout le monde, sont universels et ne sont pas négociables. Tandis que les changements climatiques, comme le groupe Dumont le dit clairement, il y a ce fonctionnement normal du climat, comme a été, si je peux dire ainsi, conçu le monde par Dieu, pour nous qui sommes chrétiens. Comme Dieu a créé le monde, il y a toujours une structuration, un fonctionnement, comme dans une organisation, dans une structure, il y a un fonctionnement et une structuration qui permet à ce que la structure ou les systèmes puissent être performants. Et le fonctionnement du climat dans le monde a changé. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a des émissions de gaz à effet de serre qui a détruit la couche d'ozone et cette couche ne permet plus à diminuer l'intensité ou la pression des rayons solaires qui aujourd'hui, vous voyez qu'il y a la terre qui chauffe plus et il y a les montées des mers et tout ça. Il y a des inondations, la sécheresse, la désertification. On voit même dans les zones les plus vulnérables comme en Somalie, comme à l'État d'Israël, vous voyez que là-bas la sécheresse s'intensifie de plus en plus. Alors, puisque le changement climatique est devenu un enjeu humanitaire, c'est dans cette perspective-là que les Nations Unies, à travers le Haut Commissariat des Nations Unies, ont mis en place la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et avant la conférence de Paris, ils ont pu travailler sur la perspective de mettre l'homme au centre du changement climatique. Alors, cette problématique, les changements climatiques constituent déjà une menace pour les populations les plus vulnérables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous verrez comme dans nos villages où il y a à l'intérieur du pays, là où il y a des richesses, les sous-sols les plus richissimes. Vous voyez que là, les multinationales, lorsqu'elles arrivent, elles viennent pour exploiter les sous-sols. L'industrialisation aussi, vous savez, chaque chose a toujours des effets néfastes. Et lorsqu'on produit plus des produits combustibles qui ont des effets sur la pollution de l'environnement, cela ne permet plus au climat de fonctionner normalement. Donc, le fonctionnement atmosphérique se perturbe totalement. Et cette population qui ne vit que de l'agriculture, s'il y a inondation, s'il y a sécheresse, s'il y a désertification, cette population ne sera plus en mesure
de produire les produits végétables ne sera plus à mesure de faire l'agriculture. Par conséquent, il y aura pénurie alimentaire. Par conséquent, lorsqu'il y a inondation, l'hydrologement est directement empiété. Les droits à la vie aussi, lorsqu'il y a inondation, vous verrez qu'il y a des maisons qui s'écroulent, il y a des gens qui perdent, alors que les droits à la vie n'est pas négociable et que cela pouvait être empêché si chacun de nous participait à des actions préventives. Alors, non seulement ça s'arrête là, mais ça crée aussi des conflits intercommunautaires ou interétatiques. Vous voyez, quand il y a la population se déplace suite à la sécheresse ou la désertification, elle est obligée d'aller s'ériger dans une zone ou dans un territoire qui est déjà habité. Il y aura un conflit parce que la population qui se déplace a besoin de survivre. Quand elle viendra là-bas, elle viendra pour chercher de quoi manger, elle devra chercher peut-être de la terre pour faire l'agriculture, et elle pourra chercher là où faire son logement. Et il y aura en ce moment-là un conflit entre la population autochtone qui vit déjà et celle qui vient d'arriver. Et cela crée souvent des conflits intercommunautaires. On l'a vu en Centrafrique, on l'a vu en Somalie, au Soudan aussi. Alors, cela crée aussi la rareté de l'eau. Puisque déjà, lorsqu'il y a inondation, vous savez que l'eau provient déjà des rivières et tout ça. Lorsqu'il y a montée d'eau, peut-être comment dirais-je, le fonctionnement, par exemple, chez nous ici de la régie des eaux ne sera plus confortable. Et déjà même, vous êtes dans un quartier où il y a pénurie d'eau, puisqu'il y a inondation, puisqu'il y a ici, nous avons vu l'année passée ici à Kinshasa, surtout les gens qui sont à Lemba, à l'université de Kinshasa, à Mongafula, on a vu lorsqu'il y a eu des pluies abondantes. Les pluies abondantes là sont les effets toujours du changement climatique. Et on a vu lorsqu'il y a eu inondation, la régie des eaux a eu des pertes techniques et logistiques qui n'ont plus permis de servir la population en eau potable comme il se doit. Alors, il y a aussi l'insécurité alimentaire. Puisque la population autochtone dans un village n'arrive plus à faire de l'agriculture, il y aura une sécurité alimentaire, ils ne pourront plus se nourrir comme il se doit. Et une population ou une contrée qui ne vit que de l'agriculture ne pourra plus se produire de l'argent, puisqu'elle plante, quelques temps après, elles doivent récolter, peut-être revendre, faire des échanges et tout ça. Elle ne sera plus à mesure de les faire. Et cela créera l'insécurité alimentaire. Alors, certains projets d'investissement ayant l'impact sur les climats créent des risques socio-environnementaux graves pour les communautés locales et les peuples autochtones qui créent la violation des droits de l'homme. Et c'est comme ça, ce que je viens de dire tout à l'heure, fait en sorte qu'il y ait violation des droits de l'homme parce que l'État est dans l'obligation de garantir les droits à tout homme. Ce n'est pas négociable, c'est inhérent et universel à tout le monde comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, lorsque l'État n'arrive pas à mettre en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, cela provoque tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure, l'insécurité alimentaire, les problèmes de logement et tout ça. Et comme ces droits-là n'est pas garanti, la population ne sera plus en mesure de vivre comme il se doit. Alors, en principe, les politiques climatiques doivent aussi venir pour renforcer l'accès aux droits essentiels et aux services sociaux de base des populations. Les principes d'équité et de justice climatique doivent permettre à chaque habitant de la planète d'exercer leur droit au développement. Alors, l'accès aux services de base comme l'eau, l'énergie, les droits à l'alimentation, les logements, qui doit être évidemment garanti par l'État, proviennent des principes d'équité, des principes de justice, des politiques et des stratagèmes politiques qui permettent à ce que l'État puisse assurer ses tâches pour sa redevabilité envers la population. C'est comme ça que vous avez vu, même dans l'enchaînement des sous-thématiques, on a voulu d'abord permettre, voir comment la jeunesse peut entrevoir l'action collective sur ces changements climatiques. Et ensuite, comprendre que les changements climatiques est l'affaire de l'homme en soi. Donc l'humanisation est très importante puisque ces changements climatiques empiètent aux droits inhérents à toute personne. Et ensuite, après ces sous-thèmes, vous verrez qu'on parle des politiques et stratégies par rapport à l'État. Vous ne pouvez pas parler des changements climatiques en écartant la personne qui gère même les pays,
qui est là pour garantir à la population les droits. Et comme l'action collective là, c'est pour que chacun contribue tant soit peu ce qu'il peut pour permettre à atténuer ou à adapter la population ou l'environnement par rapport à cette problématique des changements climatiques. Et les solutions pour lutter contre les changements climatiques, il s'agit de l'adaptation, l'atténuation doivent aussi être partagées et mises à disposition de tous. Donc, raison pour laquelle vous voyez que tout le monde est mis en contribution. L'État a des politiques et stratégies mises en place en partenariat avec des structures internationales, peut-être aussi sous, comment dirais-je, la supervision ou en fonction des dispositions prises par les Nations Unies, par la COP et toutes les COP qui se sont suivies et qui maintenant introduisent cette problématique de l'homme au centre de l'affaire des changements climatiques. Il faut que chacun contribue. Alors, tout cela doit être mis à la disposition de tous. Dans un milieu où la population ne vit que de l'agriculture, où il y aura l'insécurité alimentaire parce qu'elle n'arrive plus à faire l'agriculture, cette population doit aussi être mise dans le bain des choses. Elle doit contribuer effectivement. Elle doit savoir que par rapport à ce que la tâche, telle activité que pose l'État, telle activité que pose une multinationale dans ces territoires-là, quelles sont les conséquences? La multinationale qui arrive par exemple pour installer son industrie doit savoir les déchets combustibles, comment ils doivent les jeter, que doit-je faire? Vous verrez, l'année passée, nous avons parlé de cette problématique d'Inga 3, où on veut même soit dégager la population de son milieu, ne sachant même pas où peut-être les mettre. Est-ce que faut-il pour lui garantir la vie si on construit ces troisième barrages qui permettra bien évidemment à permettre à la population d'accéder à l'énergie, mais la population autochtone va en peiner puisque les effets de la production de l'électricité dans le milieu environnement va compromettre même l'atmosphère. Et vous verrez que la population ne va plus bien respirer parce que l'oxygène même est compromis et la population ne pourrait plus même faire l'agriculture dans ces milieux-là puisque les produits chimiques qui sont issus de la production peut-être électrique ne permettra pas au sol de permettre à faire l'agriculture. Donc vous verrez que c'est la population autochtone qui est en train qui pourra peiner, raison pour laquelle vous avez vu plusieurs organisations de la société civile avaient mis en place plusieurs actions stratégiques pour empêcher cette construction en empiétant aux droits des personnes. Donc pour les faire, l'État est dans l'obligation d'abord, en prélude, de garantir à cette population autochtone les droits à la vie, à l'alimentation et à la sécurité, et ensuite entrevoir quoi faire pour construire ou assurer son activité dans le milieu. Alors, l'humanisation du changement climatique renvoie à l'approche basée sur les droits de l'homme qui est fondée sur la mise en œuvre des normes de protection et de promotion des droits de l'homme. Et comme la RDC est signataire de toutes les conventions des droits de l'homme et tous les pactes qui existent par rapport aux droits économiques, socio-culturels, civils et politiques, etc. Donc, toute approche, nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous devons aborder cette problématique des changements climatiques dans cette perspective de protéger ou de promouvoir nos droits, qui sont universels et inaliénables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'intégration des normes internationales contraignantes dans les politiques des programmes publics qui doivent accorder une protection spéciale aux plus vulnérables et aux victimes des effets du changement climatique élucidés tantôt. Donc, vous verrez que nous avons vécu, par exemple, jadis, l'État n'arrivait pas, bien que l'État est contraint à garantir à la population ses droits. Vous verrez que de temps en temps, l'État était lui-même plutôt auteur de ces violations-là. Alors, il faut mettre en place des politiques internationales plus contraignantes qui contraignent l'État à garantir à travers ces programmes publics les droits de l'homme sur l'affaire changement climatique. Et si l'État n'est pas contraint à faire ça, l'État peut se faire comme bon lui semble, et ceux qui vont souffrir, et les premiers victimes, c'est la population vulnérable, comme nous avons cité tout à l'heure, surtout les populations autochtones d'un milieu qui vivent, qui est peut-être de l'agriculture. Alors, l'humanisation implique que le droit est opposable, ce qui nécessite la création d'un mécanisme juridique indépendant
permettant aux victimes de déposer plainte qui doit obligatoirement déboucher juridiquement à l'identification des responsables, à la garantie des droits et aussi à la réparation des dégâts à la hauteur commise. Donc, si nous intervenons, nous abordons les changements climatiques dans l'approche des droits de l'homme, sachant que cela a des incidences sur la garantie des droits de l'homme, raison pour laquelle les derniers sous-thèmes traitent des changements climatiques et les défis juridiques, c'est pour savoir qu'en tant que détenteur d'un droit, lorsqu'on voit que notre droit n'est pas garanti, ou une population d'une contrée est victime des effets du changement climatique, peut-être parce que l'État n'a pas bien assuré, alors la population aussi est dans les droits de porter plainte, de chercher à ce que les responsabilités soient établies et aussi que les dégâts soient réparés. Donc c'est dans la responsabilité aussi dans l'État qui n'est pas perfectible et qui toujours à un moment peut arriver à tomber dans une situation puisque le monde n'est pas perfectible en soi. L'État peut réparer les dégâts commis. Comme jadis, la population, par exemple, qui a été victime de cette situation par des régimes passés, à présent, dans le contexte politique actuel, on peut aborder une démarche probante, laquelle peut permettre à la population qui a été victime de violations de ses droits suite aux effets du changement climatique, porter plainte et demander à ce que l'État puisse réparer les dégâts commis. Et l'État peut le faire tant que les climats politiques favorisent cette situation-là. Alors, cela aussi est évident surtout pour les populations les plus vulnérables dont le Haut Commissariat des Nations Unies, à travers ces mesures, fait en sorte que cette population plus autochtone doit voir ses droits garantis, puisqu'on ne peut plus chercher d'autres alternatives tant que leur vie dépend peut-être de l'agriculture et de la nature en fait. Et l'humanisation du changement climatique renvoie aussi à prioriser l'atténuation et l'adaptation qui protègent des personnes vulnérables et renforce leur capacité à avoir une vie digne. Donc, raison pour laquelle l'action collective est indispensable. L'action collective de la jeunesse demande à ceux que, et le jeune, puisque les jeunes c'est l'avenir de demain, ce sont eux qui vont diriger demain, ce sont eux qui vont peut-être devenir des agents de l'État, ce sont eux qui demain doivent promouvoir les droits de l'homme. Alors ces jeunes doivent être mis à contribution, à sensibiliser sur les droits de l'homme, à sensibiliser et à participer à tout mécanisme d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Cela permet permettre à la population de vivre dans la dignité. Et toute la population doit être mise en contribution. Raison pour laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies met plusieurs mécanismes en place, parce que vous savez, les changements climatiques est une réalité, bien qu'il ne dépend pas seulement de l'activité humaine qui a conduit à plus de production des gaz à effet de serre, mais aujourd'hui, on ne peut plus arrêter ces changements climatiques. La seule façon de travailler sur ça, ce n'est que d'atténuer et d'adapter le mode de vie de la population par rapport à l'action étatique sur un territoire ou envers une population. Et ces faits d'atténuation et d'adaptation doivent permettre à la population de vivre dans la dignité. Et ces préventions-là, cette collaboration entre les jeunes, l'État, entre toutes les couches sociales de la population, permettra à l'État de garantir les droits à un niveau de vie suffisant, l'alimentation, le logement qui est élucidé dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits à la vie qui est élucidé dans l'article 3, aussi les droits sociaux et environnementaux qui définissent même les conditions minimales de vie. Donc, les droits économiques, sociaux et culturels qui sont connus dans la Déclaration et programme d'action de Vienne permet à l'État de garantir des conditions minimales, puisque nous savons que le monde a ces réalités qui parfois ne permettent même pas à l'État d'assurer les droits comme il se doit. Et dans ces cas-là, l'État, que va-t-il faire? Il ne va pas chercher la perfection. Il va chercher à établir des conditions minimales qui permettent à la population quand même de vivre, même si vous ne vivez pas des pleins droits. Mais ces petites mesures-là peuvent vous permettre quand même de jouir de vos droits et surmonter même les obstacles par rapport au changement climatique. Et il nous appartient, nous jeunes,
de nous mettre à contribution par des plaidoyers, par des lobbies, raison pour laquelle il y a même l'intervention politique. L'intervention politique, parce qu'on ne peut pas s'écarter. Il y a un adage qui dit qu'il ne s'occupe pas de la politique s'occupera de lui. Donc, puisque les autorités étatiques, ce sont celles-là qui dirigent, ce sont celles-là qui mettent en œuvre des programmes d'action, des stratégies, des stratagèmes, ce sont eux qui vont toujours travailler avec nous. Et cela doit être fait de façon collective pour que nos droits soient assurés. Donc on ne peut pas attendre que les chefs de l'État, le ministre, le Premier ministre est dans son cabinet, il va réfléchir sur toute la problématique qui se rapporte au pays et il va venir réfléchir à la place peut-être des jeunes. Non, nous les jeunes, nous pouvons travailler collectivement et aller voir l'État par rapport à telle problématique, par rapport à tel milieu, voilà la population est vulnérable et victime par rapport à telle situation, c'est rapportant changement climatique et nous apportons telle contribution, telle stratégie et travaillons ensemble pour que cela s'améliore. Et l'État qui dispose de tous les moyens possibles de garantir les droits ou la vie paisible aux citoyens, il va travailler plutôt avec nous pour que la population jouisse vraiment de ses droits. Puisqu'il est dit, comme Max Weber l'a dit, l'État est comme une entreprise politique sûrement, qui est là pour voir comment gérer. Et quand il gère, souvent c'est pour imposer sa volonté. Et nous ne sommes pas là pour attendre que l'État nous impose sa propre volonté par rapport à sa vision, par rapport à sa façon de faire. Quand nous voyons les choses, nous venons travailler collectivement avec l'État. Cela permettra à l'État de revoir ses stratégies et stratagèmes et la participation pour la recherche-action est la méthode la plus propice, puisqu'il y en a plusieurs, à mon humble avis. L'action participative ou la recherche-action est la méthode la plus pertinente qui permet à ce que l'État puisse garantir à la population tous ses droits. Tant que chacun participe et non attendre que l'État nous propose tout, nous sommes là peut-être pour fustiger, critiquer, sans apporter même d'amélioration, sans apporter même des contributions, cela ne servira à rien. Raison pour laquelle les Nations Unies proposent cette action collective. Seule personne ne peut seul apporter la paix. Ni le président de la République ne peut le faire seul, ni aucun ministre, ni aucun organe ou une structure de la société civile ne peut le faire seul. Et cela ne dépendra que de l'action collective. Raison pour laquelle les jeunes doivent prendre les destins en main, surtout de notre pays, puisque le pays est au centre de tout. La forêt équatoriale est devenue un patrimoine international. Ce n'est pas pour rien, c'est pour garantir ou alléger cette problématique du changement climatique, raison pour laquelle on peut même plus peut-être couper quelques arbres, nous serons peut-être privés d'exploiter peut-être certaines matières premières, surtout les grandes nations entre guillemets veulent nous exploiter ou veulent exploiter notre richesse et notre forêt pour leurs intérêts, alors que ce sont eux qui détruisent plus l'atmosphère et qui produisent plus les gaz à effet de serre. Donc, raison pour laquelle nous devons nous dire que l'RDC est vraiment au centre de la problématique du changement climatique, raison pour laquelle tout jeune doit se mettre à contribution en collaboration avec l'État qui a des programmes d'action et des stratégies déjà mises en place en collaboration avec ses partenaires. Nous aussi, nous devons travailler comme troisième acteur et comme acteur principal parce que c'est nous-mêmes les bénéficiaires qui sont soit bénéficiaires de l'action positive de l'État, soit victimes de l'action négative de l'État. Donc c'est un peu ça que j'avais à dire par rapport à l'humanisation du changement climatique, parce que en parlant de l'humanisation, on a toujours tendance à éloigner les changements climatiques des droits de l'homme. On oublie que les changements climatiques ont des effets directs au droit à la vie, au droit au logement, aux droits sociaux de base qui revient à la population. Et nous sommes tous appelés à nous mettre à contribution pour que cela nous soit garanti et que notre vie soit une vie digne des personnes telles que Dieu l'a conçue et telles que l'universalité nous l'impose. J'ai dit et je vous remercie. Merci, missionnaire Ragani, pour ces brillants échanges. Sans plus tarder, nous allons directement passer la parole à notre troisième intervenant, qui est M. Maître Daniel Moussangou, conseiller politique du chef de l'État.
Vous avez la parole. Merci beaucoup. Il m'a été demandé de parler de la politique et des stratégies de la lutte sur les changements climatiques. Je crois que pour qu'on se mette beaucoup plus d'accord, je vais modifier un peu les thèmes. Je vais parler de la politique et des stratégies de la lutte contre les changements climatiques. Donc je vais juste échanger les sur en contre pour qu'on ait un langage assez facile à comprendre. D'emblée, je peux dire que pour lutter contre le réchauffement ou les changements climatiques, il faut simplement adopter un comportement responsable dans la production et la consommation de l'énergie. Notre vie ici sur Terre, il n'y a rien que nous utilisons le plus comme l'énergie. Pour respirer, nous avons besoin d'énergie. Pour que les sociétés diverses fonctionnent, on a besoin de l'énergie. Pour que nos téléphones soient opérationnels, on a besoin de l'énergie. Donc ce qui fait que l'énergie est pratiquement au centre de notre vie. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons adopter un comportement responsable par rapport à la production et à la consommation de l'énergie. Parce que lorsque la planète a été créée, elle a été créée avec une stabilité systémique, si je peux dire. Mais c'est la production de l'homme dans la recherche de l'énergie, c'est ce qui a bouleversé un peu l'ambiance atmosphérique et qui nous amène aujourd'hui au réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce que nous devons éviter? Donc, nous devons éviter les énergies qu'on appelle des énergies fossiles. Ce sont des énergies qui sont issues principalement du gaz naturel, du pétrole et même du charbon. C'est cette énergie-là qui contribue le plus au réchauffement climatique. Il y a évidemment aussi l'énergie qui part de l'uranium, parce qu'avec l'uranium, on peut créer aussi de l'énergie, mais c'est une énergie fortement polluante. Donc il faut bien contrôler et bien gérer. Alors, si on n'a pas l'énergie fossile, qu'est-ce que nous devons avoir comme énergie? Nous devons avoir l'énergie qu'on appelle les énergies renouvelables, parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont des énergies qui sont principalement issues des ressources naturelles. De quelles ressources naturelles? C'est renouvelable. Et ces énergies-là ne sont pas polluantes, comme le pétrole, comme les gaz. Et en troisième lieu, nous devons adopter un mode de transport qui soit propre et doux. Pour ceux qui vont en Europe aujourd'hui, les Européens ne se gênent pas de circuler en vélo. Mais ici chez nous, lorsque quelqu'un t'offre un vélo, bon, donc ça c'était ramené en arrière. Pourtant aujourd'hui en Europe, c'est une énergie que les gens sont en train de défavoriser. Donc des énergies renouvelables, donc on peut prendre des énergies qui partent du vent, des chutes d'eau, du soleil, de la terre et même des végétaux, parce qu'à partir des végétaux, des plantes et autres, on peut créer de l'énergie et cette énergie-là n'est pas polluante. C'est ici peut-être l'occasion pour moi de dire que personnellement j'ai été contre et je demeure contre tous ceux, particulièrement tous ces ONG qui ont attaqué, qui continuent encore à attaquer les projets d'Inga 3. Inga 3 n'est pas une énergie fossile. Un barrage hydroélectrique, c'est une énergie renouvelable qui ne pollue pas. Évidemment, certains ONG sont entrés dans la danse parce que c'est un projet qui va assurer une grande indépendance économique au pays, et ceux qui sont contre l'économie du pays amènent des fausses théories aux ONG pour dire qu'il faut attaquer ces projets-là parce que. Ici,
pour moi de dire que Inga 3, c'est un projet qui aura lieu parce que ce n'est pas toxique. Tout ce que l'on nous dit, la population riveraine que l'on va déplacer, ceci, cela, je crois que c'est un faux problème parce que le barrage sera fait à une chute et personne ne vit dans l'eau, à part peut-être le poisson et les animaux aquatiques. Donc, on n'aura à déplacer personne, mais on va construire ces projets-là pour l'avenir, bien évidemment, du pays. Et aussi, la manière dont la communauté internationale nous amène dans la lutte le moins. La RDC, nous polluons presque pas. Les grands pollueurs du monde sont connus. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, qui viennent d'ailleurs de se retirer du COP21. Pourtant, ils sont parmi les grands pollueurs du monde. Ils sont, je crois, deuxième pollueur du monde, après la Chine. En tout cas, ils sont parmi les grands pollueurs du monde. Eux ne peuvent pas continuer à polluer et nous empêcher à nous de nous développer, nous empêcher à nous d'industrialiser notre pays au nom de la lutte contre les changements climatiques. Je crois qu'en tant qu'État responsable, nous devons naître, le président de la République l'a encore récemment dit, comme une terre d'extraction et nous empêcher d'être une terre de production. On nous empêche d'industrialiser notre pays sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique, mais on prend nos minéraux pour les amener dans leurs industries et venir nous vendre ici à un prix élevé de produits finis. Et dans ces coûts, ils utilisent malheureusement certains compatriotes. Je crois qu'il est temps pour que nous, les Congolais, particulièrement nos ONG, qui sont engagés dans le domaine du réchauffement climatique, aient la bonne information et traitent avec ces partenaires-là en connaissance de cause. Sinon, ça sera toujours un coup que l'on donne à la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo, dans ses potentialités, nous avons tous les atouts et nous sommes parmi le contributeur en termes, bien sûr, de notre forêt et des autres ressources naturelles que nous avons. Nous sommes parmi les gens qui contribuent le plus à la stabilité du monde. Nous disposons de la forêt équatoriale qui est aujourd'hui comme parmi les premiers poumons du monde. On nous empêche, c'est vrai, d'abattre nos arbres, parce que quand nous abattons nos arbres, nous menaçons l'équilibre écosystème du monde. Mais en contrepartie, qu'est-ce que l'on nous donne? Je crois qu'en tant que République démocratique du Congo, nous devons avoir une diplomatie responsable. Et en cela, nous avons besoin de l'accompagnement de nos ONG qui sont engagées dans le domaine dans ce domaine-là précis. On nous empêche d'industrialiser nos cités et qu'est-ce qu'on nous brandit? On nous brandit les populations riveraines qui vivent de l'agriculture et de la pêche et de la cueillette. Non, on ne doit pas condamner la population congolaise à vivre dans cet état-là sous prétexte de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que lorsque les sociétés, même des sociétés minières, viennent investir au pays, il y a ce que l'on appelle les cahiers des charges des communautés locales. Si, dans les temps passés, il n'y avait pas un regard sur la manière dont cette enveloppe-là, qui était destinée au cahier des charges des communautés locales, était gérée, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République est engagé
à respecter, à faire respecter tous ces engagements-là. Et en cela, nous avons besoin de l'accompagnement de nos ONG. Nos ONG ne doivent pas considérer que lorsque nous industrialisons une contrée, c'est au détriment des populations locales, comme pour dire que la population locale ne doit pas avoir droit à l'électricité, la population locale ne doit pas avoir droit au supermarché, la population locale ne doit pas avoir droit à. Nous devons amener le développement jusque dans nos villages. Ça ne va pas se faire peut-être ce matin, mais c'est un engagement que nous tous, Congolais, nous devons prendre pour que la société congolaise soit non seulement industrialisée, mais également développée. Il est possible de concilier la lutte contre le réchauffement climatique au développement du pays. C'est possible. On ne peut pas, au nom du réchauffement climatique, nous empêcher d'industrialiser notre pays et prendre nos minéraux, les amener à des industries qui sont installées ailleurs. Je crois que là, c'est très important pour que nous, membres de la société civile, nous puissions le comprendre. Sinon, nous travaillons contre les intérêts de l'État. Pour travailler pour les intérêts de l'État, nous devons d'abord voir en quoi l'État est bénéficiaire. Ce qui pollue le plus devrait normalement constituer une enveloppe pour soutenir ce qui atténue cette pollution-là. C'est ce qui a été décidé notamment dans COP 21 et les autres COP qui ont suivi. Mais qu'est-ce qu'il en a été? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a reçu ou est appelée à recevoir comme enveloppe? C'est presque rien par rapport à ce que nous donnons ou à ce que nous perdons. Je crois que je ne suis pas en train de nous appeler à la révolte, non, parce que le problème du réchauffement climatique, c'est un problème réel. C'est un problème qui menace le monde entier et c'est vrai. Parce que Nera l'a dit, quand il y a des sécheresses, il y a déportation de la population. Il a omis de dire que la République démocratique du Congo, nous en sommes victimes. Si aujourd'hui il y a l'instabilité en Ituri, c'est notamment parce qu'il y a les éleveurs Mbororo qui seraient venus du Soudan. Cause principale, ce sont des réfugiés climatiques. Donc c'est un problème réel. Mais dans cette réalité du problème, il faut avoir aussi un comportement, un langage et des attitudes responsables. Il faudrait que l'État congolais ait aussi une politique responsable sur cette question-là. Et je crois que c'est très important pour la survie de notre pays. Nous avons des familles qui vivent dans l'arrière-pays. Il faudrait aussi donner l'occasion à ces gens-là de porter une veste ou une chemise comme nous. Pour qu'ils portent une veste ou une chemise comme nous, il faudrait qu'un certain développement les atteigne. Pour qu'ils regardent la télé comme nous, il faudrait que le développement les atteigne. Alors on ne peut pas nous empêcher à construire des barrages hydroélectriques, encore que ces barrages ne sont pas polluants, on ne peut pas nous empêcher, là où on extrait des minéraux, d'avoir des industries de transformation. Ou alors, on arrête d'exploiter le coltan, qu'on arrête d'exploiter le cobalt et les autres minéraux. Qu'on les laisse dans les sous-sols. Mais si on le prend pour les amener ailleurs, créer des emplois ailleurs, industrialiser d'autres contrées, comprenez que nous, on ne sait pas nous maintenir dans cet état de choses. Donc,
en tant qu'ONG, j'aimerais que vous puissiez comprendre et accompagner l'État dans cette politique-là, où nécessairement l'État congolais est en train de concilier les défis écologiques et aux défis économiques qui est dépendant d'une certaine industrialisation de notre pays. Donc la diplomatie verte également, nous sommes d'accord, parce que nous avons ces poumons économiques que nous pouvons vendre. Nous contribuons à un pourcentage assez élevé sur la stabilité, pour la stabilité de l'écosystème. En contrepartie, nous devons avoir une contrepartie équivalente à notre contribution. Donc là, les ONG, vous devez nous accompagner aussi dans cet élan-là. Et évidemment, la RDC est dans une bonne position parce que nous avons des potentialités qui permettent, non pas seulement à nous-mêmes, mais également au monde entier, de lutter contre le réchauffement climatique, ou contre les dérèglements climatiques de manière générale. Aujourd'hui, il y a une menace où on veut prendre de l'eau du fleuve Congo pour l'amener au Tchad et lutter contre le réchauffement climatique de l'autre côté. C'est un problème réel. Mais en contrepartie, qu'est-ce que l'on va donner à la RDC? D'aucuns nous diront que c'est Dieu qui a donné à la RDC cette eau-là. Donc la RDC n'a rien à demander en contrepartie. Nous dirons également que c'est Dieu qui a donné au Tchad cette sécheresse-là. Le Tchad non plus n'a rien à nous demander. Mais on n'en est pas là. L'international veut que pour que nous puissions sauver le Tchad, qu'on puisse amener de l'eau qui partent du fleuve Congo pour lutter contre la sécheresse au Tchad. Ok, mais en contrepartie, qu'est-ce que la communauté internationale nous donne? Là, je crois qu'en tant qu'ONG, vous devez accompagner l'État dans ces plaidoyers-là pour que vous et nous, en tant que compatriotes congolais, nous puissions recevoir les bénéfices de ce que la nature ou de ce que Dieu nous a doté. Au-delà de l'eau, où nous avons une grande réserve d'eau douce du monde, nous avons également des minéraux qui contribuent, au-delà des minéraux traditionnels qu'on connaît, nous avons des minéraux qui sont utilisés pour la nouvelle énergie. On peut citer les temps de coltan et autres. Le batterie de véhicules électriques, et même tout comme les batteries de nos véhicules, sont principalement fabriquées à partir des minéraux que nous avons ici chez nous. Donc, nous avons ces minéraux-là que nous pouvons présenter au monde et que nous puissions avoir une contrepartie sérieuse. Et en cela, les ONG, nous avons besoin de vous pour nous accompagner parce que ceux qui nous attaquent, ceux qui attaquent l'État congolais, ils trouvent des alliés dans des milliers de ONG. Parce que lorsque l'État congolais dit non, c'est des ONG congolaises souvent qui ont des partenaires en international, ce qui est normal, qui se lèvent pour attaquer l'État. Donc, en dehors de ça, nous avons comme potentialité la forêt et l'eau, comme je l'avais dit. Donc, on fait signe déjà que mon temps est terminé. Mais j'aimerais terminer par dire que le problème climatique, c'est un problème réel. Mais nous devons l'aborder de manière responsable et en tenant compte de l'intérêt du Congo d'abord. Parce que nous devons le dire que
nous sommes parmi ceux qui sont menacés le moins. Même si la menace est générale, nous sommes encore loin de la menace parce que nous avons des réserves de stabilité. Alors ceux qui n'ont plus de réserves de stabilité, qui ont déjà épousé les réserves de stabilité, doivent avoir un langage responsable et savoir que l'air qu'ils respirent vient d'un poumon qui est peut-être en République démocratique du Congo et se comporter en conséquence. J'ai dit peut-être que les autres éléments dans les séances des questions-réponses, on pourra toujours les révéler pour ne pas abuser de votre temps. Daniel, nous sommes nous allons directement citer au 4e intervenant, qui est Maître Henri Molois, qui va nous parler du changement climatique et le défi juridique. Maître Henri, vous avez la parole. Merci pour la parole que vous m'accordez. Merci pour nous avoir associés à cette grande activité. C'est un sujet vraiment de grande importance pour notre société et surtout pour la République. Je suis Henri Wengolo Awechudi, je suis avocat, je suis aussi enseignant de travaux. Et ici, je suis dans la casquette de REPRODEV, qui est le réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias. Je suis le coordonnateur de ce réseau d'ONG. Et présentement, comme vient de l'indiquer un des organisateurs, je suis appelé à parler de l'engagement de la jeunesse. Donc, je suis appelé à parler du changement climatique et les défis juridiques. Bien sûr que le thème général, c'est l'engagement de la jeunesse, levier de l'action collective sur le changement climatique. Mon exposé ne sera plus long, parce que mes prédécesseurs ont presque tout dit. C'est ça l'avantage d'être le dernier à prendre la parole. Néanmoins, je vais susciter un débat, une autre réflexion, pour compléter ce que tous mes prédécesseurs ont dit et pour nous appeler à d'autres actions, et surtout sur le plan normatif et sur le plan des actions de terrain. Il a été suivi avec tous les prédécesseurs que la question de l'intérêt national est importante. Et la question de l'indivisibilité et l'interdépendance des droits de l'homme ne peut pas être négligée. Les droits civils et politiques, les droits économiques, les droits sociaux, les droits culturels, le droit à l'environnement, le droit au développement, ce sont des droits qui sont soudés et on ne peut pas les séparer. Voilà pourquoi, dans notre démarche, nous allons, en plus de ce petit mot d'introduction, parler de 3 points: définition, aperçu historique et conséquences du réchauffement climatique. Et au deuxième point, nous allons parler des défis juridiques. Défis juridiques par rapport à cette thématique. En ce qui concerne d'abord les définitions, le réchauffement climatique, on en parle aujourd'hui de réchauffement planétaire, réchauffement global ou dérèglement climatique. C'est véritablement un phénomène qui consiste à une augmentation des températures moyennes des océans, de l'air, et cela induit une grande quantité de chaleur piégée par la surface terrestre. Et cela est mesuré. C'est depuis des décennies qu'on en parle. Mais malheureusement, quand on parle des effets des émissions de gaz à effet de serre, il y en a qui n'y croient pas. On croit que c'est une utopie, que c'est une erreur.
Le réchauffement climatique, donc, c'est un phénomène global de transformation du climat qui est caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes, notamment liée aux activités humaines. Et là, on insiste, il y a un autre qui en a parlé. Et cela modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Et je passe outre cette définition des scientifiques, mais au moins, nous devons retenir que nombreux scientifiques aujourd'hui étudient ce phénomène et tentent de comprendre comment les activités des sociétés humaines provoquent ce phénomène. Et c'est à ce niveau que nous devons beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ce réchauffement? Au lieu qu'il soit atténué, il continue à se développer. Et de manière grave, avec des conséquences fâcheuses pour l'humanité. Non seulement notre génération, mais toute l'humanité en est victime. Voilà pourquoi, au sein de l'ONU, on a créé un groupe international d'experts sur le climat. Donc, notre jeunesse, nous devons aspirer à réfléchir ensemble et partager nos informations avec ce groupe sur nos connaissances par rapport à la question. Parce que sur le plan historique, il y a eu beaucoup de découvertes, mais il y a eu beaucoup de discussions, je pense encore, outre ces théories. C'est depuis 1824, avec un scientifique, Jacques Fourier, il y a eu au Science Arrhenius, en 1980, on a découvert un air riche en gaz carbonique, mais qui retient plus la chaleur des rayonnements solaires. Donc c'est aussi des problèmes qui sont techniques. C'est aussi des questions qui sont techniques. Et donc ici, nous voulons échanger sur maintenant les questions d'activité. Et ceci me permet de passer à mon deuxième point. Nous nous posons la question. Avec tous ces phénomènes, avec tout ce problème, quelle est la part du droit? Parce que le droit est là pour régir tout phénomène dans la société. Et nous allons dire d'emblée que c'est un problème complexe. Complexe pourquoi? Parce que les intérêts sont parfois divergents. Il y en a qui veulent profiter de ce phénomène pour maintenir les autres en retard. Parce que, quand on prend l'Europe, ils ont abattu les arbres, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et ils ont atteint un certain niveau de développement. Mais à l'Afrique, on va dire non. Voilà, la situation est déjà dégradée. Cessez de toucher encore aux arbres. RDC, on nous dit, on a découvert quoi? La tourbière. On a découvert la tourbière en RDC. Et donc, nous devons tout faire pour que nous puissions préserver, sauvegarder cette tourbière, parce que donc la RDC, avec cette tourbière, nous sommes devenus le poumon du monde. Et peut-être que nous ne les comprenons pas. Les conséquences de la sauvegarde de cette tourbière ont des effets dans le monde entier. Et même là où nous sommes, il y a toujours les mêmes conséquences. Et donc là, il y a des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Cela est arrivé aussi à un pays comme le Brésil. Le Brésil a connu le même problème parce que nous trouvons avec le Brésil sur le même rayon du globe. Nous partageons la forêt. Et nous sommes les grands forestiers. Et donc, le monde à un certain moment a accepté qu'il y ait une compensation pour ce pays qui vont se réserver de toucher à leur forêt. C'est tout le problème. Et donc, nous, jeunesse, nous devons comprendre pareille réalité et savoir que nous ne devons pas nous taire et nous devons parler à l'unisson avec le monde. Dans la mesure où, aujourd'hui, il y a des grandes conférences sur le plan international. Et malheureusement, parfois là où on parle de ces questions, la RDC est absente. Ou encore, là où on parle de ces questions aussi beaucoup plus techniques, vous ne trouvez pas les techniciens qui les maîtrisent pour convaincre aussi les autres sur les réalités et les conséquences par rapport à notre pays, par rapport au Brésil, par rapport à d'autres pays. Donc ce sont des questions qui sont de grande importance. Et donc au niveau de l'État, on doit savoir aussi que pour gagner sur le plan international,
il y a des ONG que nous sommes ici qui avons une voix aussi prépondérante. Avant que les chefs d'État ne se retrouvent pour signer une déclaration ou un acte juridique quelconque, ça commence par des conférences, ça commence par des réunions au sein de la société civile. Et donc, si notre société civile nous sommes absentes, l'État, quand il arrive là, il ne saura pas défendre les intérêts et nous sommes mis en danger. Ça, c'est une des questions, un des problèmes. Crédit carbone, c'est la compensation qu'on doit donner aux pays qui doivent souffrir de ne pas recourir à leurs ressources. Ce sont des ressources. À propos, nous avons une question telle que le fleuve Congo. Il en a déjà évoqué, monsieur le conseiller a évoqué ce problème. C'est une réalité. La RDC, nous avons le fleuve Congo, en plus beaucoup d'autres rivières. Mais il y a le Tchad qui dit on doit sauver cette partie du monde. Qu'on laisse un petit espace, qu'on fasse couler des eaux. Ça a des conséquences en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qu'en retour on donne à ce pays-là qui doit souffrir de donner aussi, n'est-ce pas, ses eaux aux autres? Même la question du barrage Inga. Et là, je m'en vais dire que la question du barrage Inga est gérée au niveau de l'Union africaine. Parce qu'au niveau de l'Union africaine, à propos des textes, des instruments juridiques, nous avons ce qu'on appelle l'agenda 2063 pour l'Afrique. Dans cet agenda 2063 pour l'Afrique, que nous devons tous maîtriser, parce que c'est ça l'outil de combat ou de diplomatie que nous devons partager avec les autres, en Afrique d'abord et dans le monde. Dans cet agenda, on a mis parmi les priorités, Inga doit électrifier toute l'Afrique. Ça fait partie des recommandations de cet agenda 2063 pour l'Afrique. Et donc, à ce niveau aussi, la RDC doit bien mettre en ligne sa stratégie pour défendre aussi les intérêts de la RDC. Et là, je soutiens monsieur le conseiller qui dit que le barrage n'est pas en soi une mauvaise chose parce que ça n'a pas de conséquences sur les populations riveraines. Et ce barrage peut permettre que la RDC puisse avoir beaucoup de financement. Et sans embarras, nous pouvons dire que si la RDC négocie bien la construction de ce barrage Inga, même les populations riveraines, elles vont se retrouver parce que le courant, malheureusement, à un certain moment, on a eu le courant d'Inga jusqu'en Zambie, jusqu'en Afrique du Sud, mais partout où passent les poteaux de Inga, sur le chemin de, je sais pas moi, du Kasaï jusqu'à Sakania, il n'y a pas on ne bénéficie pas de ce courant-là. Et donc, ce sont là les choses que l'on devrait éviter. Et on dira que le barrage Inga qui est fait profite aux Congolais. Nous avons la question des ODD durables. Lorsque nous prenons l'objectif du développement durable 13, là, ce sont des instruments juridiques, on dit clairement que les États devraient prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. Et donc c'est une interpellation dans la mesure où le changement climatique a des conséquences sur l'environnement. L'environnement a des conséquences sur la pauvreté. La pauvreté a des conséquences sur la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Il y a beaucoup de jeunes ici et on s'emporte facilement quand il y a un problème. Mais nous disons, comme défenseurs des droits de l'homme, nous devons aussi avoir une certaine modération pour voir comment faire le plaidoyer en vue d'obtenir certaines décisions. Et donc, ce réchauffement climatique, ce problème climatique a des effets même sur notre vie. Voilà pourquoi nous disons que tous les droits sont ensemble, ils sont soudés, ils sont indivisibles, ils sont interdépendants. Même à travers les ODD, pas seulement l'ODD 13, objectif 13 des ODD, mais il y a aussi l'objectif du développement durable 10.
Et dans cet objectif, il est dit réduire les inégalités dans le pays et entre les pays. Dans le pays, c'est-à-dire tout pouvoir public a un effort pour éviter la discrimination et pour réduire les inégalités entre les citoyens. Mais cet effort doit aller au-delà. Et c'est à ce niveau qu'on engage toute la communauté internationale. Aujourd'hui, en Europe, on enseigne un cours qu'on appelle « Éducation à la citoyenneté mondiale ». Et c'est dans cette éducation qu'on apprend aux citoyens français ou belges qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sauver l'humanité. Et on lui dit qu'il doit intervenir pour que l'Afrique puisse respecter les ODD, pour que l'Afrique puisse faire accéder, n'est-ce pas, au monde l'air frais. Et nous, qu'est-ce que nous faisons de l'éducation, de la citoyenneté mondiale? Un citoyen mondial, c'est celui qui s'occupe des enjeux du monde. Malheureusement pour nous, nous ne nous occupons pas des enjeux du monde. Nous ne voyons que nos problèmes internes, et même égoïstes ou personnels, et parfois même des problèmes tribalistes. C'est ce qui nous diminue sur le plan international. Et donc, nous, jeunes, nous devrions prendre conscience de toutes ces réalités et savoir comment nous défendons le monde et qu'est-ce que la RDC trouve comme un bénéfice dans toutes ces actions, et cela avec des répercussions sur tout un chacun d'entre nous. Parce que nous devons lutter contre toutes les inégalités sur le plan interne, national, et même sur le plan international, c'est-à-dire entre les États. Que d'autres États ne viennent pas au nom d'un droit quelconque, piller, et nous regardons. Peut-être que le conseiller a été très diplomatique, ce n'est que normal, mais vous savez que les richesses de la RDC qui sont pillées avec l'insécurité qui est à l'Est, il y a d'autres pays qui ouvrent des industries à côté de la RDC. Ce sont des réalités qui devraient nous inciter à réfléchir et savoir comment nous pouvons militer pour que nos droits soient sauvés. Mais alors, militer en toute responsabilité. Je passe un peu plus rapidement. C'est la même chose avec l'ODD ODD 17. On parle de l'accès à l'énergie abordable. On a déjà parlé de cette question, moderne pour tous. Construire une infrastructure résiliente. Donc c'est autant de ces questions qui sont importantes. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, on a, à travers l'agenda 2063 pour l'Afrique, responsabilisé ce que nous appelons les CER, les communautés économiques régionales. Les questions climat, les questions des droits de l'homme, toutes ces questions sont traitées par des organisations sous-régionales, comme ici chez nous, nous avons la SADC, CEDEAO, CEMAC. Ils s'occupent de toutes ces questions. Et donc, notre jeunesse, nous devons nous occuper de toutes ces questions. Parce que nous ne les faisons pas, cela, c'est pour notre désavantage, c'est pour notre perte. Allons à la Constitution, parce qu'on parle des instruments juridiques. Dans notre Constitution, il y a les articles de 54 à 57. C'est là la base juridique, où on parle des questions climatiques, des questions de l'environnement. Et des efforts devraient être fournis à ce niveau pour que, en RDC, on puisse éviter certains stockages qui ont des conséquences sur notre environnement. Et cela est très important parce qu'il y a des déchets qui sont mal gérés, et quand ces déchets sont mal gérés, les conséquences sont néfastes et gravissimes pour nos populations. Et donc quand nous prenons cet article donc 54, 55, 56, 57, on est très clair avec la question des pollutions, et on érige même en infraction, une haute infraction qu'on appelle la haute trahison, le fait qu'on utilise que certains accords soient signés au préjudice des populations. Et donc, ce sont des matières sur lesquelles il faut marcher avec beaucoup de circonspection. Nous avons ici l'article 54, il est dit, je lis, les conditions de construction d'usines,
de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixés par la loi. Est-ce que cette loi existe? Il y a des efforts. La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires, ainsi que les modalités de l'exécution. Voilà là où on parle de carbone et de tout ce qu'il faut, comme on a parlé des cahiers des charges. Ce sont des éléments importants qui mettent à l'aise les actes visés à l'article précédent, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Voilà la question des défis juridiques. Nous avons parlé des ODD. Nous avons parlé de l'agenda 2063 et nous évoquons certaines de ces dispositions de la Constitution. Ce sont des grands défis parce qu'il y a une part des pressions sur le plan international et d'autre part, il y a des enjeux sur le plan national qui voudraient que les droits de population soient promus. Et alors, ce sont tous les droits. Voilà pourquoi, dans notre conclusion, nous disons comme recommandation, il faudrait penser à l'éducation de la population sur les enjeux internationaux et nationaux. Qui parle de l'éducation à la citoyenneté, qu'on voit que c'est une question des droits de l'homme, que la population connaisse ses droits et qu'il connaisse quelle est sa responsabilité, comment défendre ses droits auprès des autorités. Nous parlons de plaidoyer. Et nous avons une autre recommandation, c'est l'appropriation de la problématique du changement climatique. Donc les jeunes que nous sommes, nous devons nous approprier cette problématique de changement climatique. Et nous devons défendre nos intérêts, les intérêts de la population, les intérêts de l'État congolais. Nous devons aussi encourager le développement des connaissances par rapport à tous les engagements internationaux et nationaux de la RDC. Ceci est très important parce que nous avons beaucoup de conventions internationales ou des accords qui sont signés sur le plan international parce que nous avons des instruments juridiques contraignants et ceux qui ne sont pas contraignants. Mais tous ensemble, ils fondent notre dignité, ils contribuent à notre dignité. Et donc, lorsqu'il y a des conventions qui sont signées à l'international, nous devons en prendre connaissance, nous en approprier et mener des plaidoyers pour que la réalisation de tous les droits qui sont consacrés dans ces conventions puisse bénéficier aux Congolais. Cela étant, nous attendons les discussions pour que nous puissions apporter un plus. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Maître Henri Benoît. Cela étant, nous allons passer aux échanges et débats. S'il y a des questions dans la salle, prière de vous manifester comme ça, des questions qui auront droit aux intervenants. Vous avez la parole. Ok, merci bien pour la parole. Moi, c'est M. Boabou Paul Boaz, je suis le responsable de l'ONG Albino Soin-Mopien et responsable de la thématique de l'albinisme ici dans notre pays. Je remercie bien les orateurs dont je reviens sur les premiers orateurs, je crois c'est monsieur le conseiller, sur la question de notre eau que nous sommes en train, qui est en train d'être sollicité par les Tchad et ensuite à Maître Henri Wengoloa pour la question du droit. Et que quant à la sollicitation de notre eau, nous avons 60% d'eau, des réserves d'eau de l'Afrique et 13% des réserves d'eau douce du monde entier. Plus nous avons cette eau-là et que si nous ne savons pas les décharger, nous allons connaître ce qu'on appelle la constipation. Ça va encore plus influer sur l'environnement. Nous aurons beaucoup d'inondations
on aura beaucoup des espaces d'eau qui seront perdus dans des marécages et ensuite nous serons plus attaqués parce que le voisin est en train de souffrir et il n'a même pas une goutte d'eau. Comme les lacs Tchad, à chaque minute ici, chaque seconde, il y a 25 000 mètres carrés qui sont en train d'être partis dans les évapotranspirations. Alors, moi j'aimerais que notre plaidoyer soit au contraire de lutter pour que cette eau-là leur soit donnée en aval, comme l'avait souhaité son Excellence, Monsieur le Président, mais avec compensation pour que nous puissions nous retrouver plus l'eau qu'on a déjà utilisée et qu'on leur donne. Si on ne donne pas de l'eau, ils vont émigrer, ils viendront nous faire la guerre. Et c'est nous qui serons encore victimes. Et ça sera l'environnement qui nous crée encore des victimes. Alors, pour mettre en et que notre plaidoyer soit dans ce sens-là, que nous soyons les bénéficiaires en donnant cette eau-là et que nous la vendons comme une matière précieuse. Alors, concernant la question du droit, je remercie bien les orateurs et je suis aussi du domaine de l'environnement. J'aimerais que, comme le maître l'a stipulé ici, qu'il y a ce qu'on appelle les crédits carbone. Effectivement, les crédits carbone est donné aux gens qui produisent, disons, qui font les boisements et les reboisements et qui protègent l'environnement. Et notre pays a maintenant une tourbière. Pourquoi? Parce que ça fait belle lurette que nous n'avons pas des industries polluaires. La seule industrie qui polluait, c'était la Gécamine, avec son grand Mungunda de la Gécamine, avec quelques cimenteries et quelques concentrateurs de Kamoto, Chituru, etc. Et sans oublier quelques cimenteries et la sidérurgie des Malou. Maintenant que nous n'avons plus ça, alors notre, disons, air est vraiment saine. Mais nous avons des victimes. Et qui sont les victimes de cet environnement-là? C'est les personnes atteintes d'albinisme. Plus l'environnement est détruit, plus la couche d'ozone est détruite, plus il y a des évapotranspirations qui fait que les rayons ultraviolets et les infrarouges deviennent encore plus excédents et la population qui est victime. Que je désire que vous les jeunes, avec juste l'appui du monsieur le conseiller et du maître, quant à la question du droit, qu'on puisse instaurer juste une loi ou un droit ou quelque chose, et ils sont les juridiques, pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle les crédits victimes. Crédits victimes des gens qui sont victimisés, dont l'environnement est en train de produire à cause de cette destruction, ça produit maintenant des effets, des cancers de peau, des maladies et plus de l'aveuglement parce qu'il y a la luminosité qui a même augmenté ces derniers temps ici. Alors si on peut lutter dans ce sens-là, et ça sera une recommandation, un plaidoyer avec nous tous les jeunes qui s'occupent, ça sera vraiment bien pour que cette catégorie de personnes soit aussi, qui est les premières victimes de la destruction de l'environnement, puissent bénéficier d'une accommodation, des crèmes, des lunettes photogris et autres supports kits et pourquoi pas financer leur association afin d'être restaurés dans les droits pour rejoindre les conseillers que quand nous donnons, nous devons aussi avoir quelque chose pour notre pays. Merci. Merci beaucoup. J'ai reçu, je crois, trois questions. La première, c'était de M. Boaz, qui, c'est vrai, a donné des éléments réels en ce qui concerne la réserve qu'on estime marécageuse là. Il y a une production qui peut s'y faire, qui est recommandée pour ce genre de terres. Les riz, par exemple, on a besoin de ces terres-là pour les riz.
et bien d'autres. La République démocratique du Congo, en fait, nous ne sommes pas contre l'idée de sauver le lac Tchad. Mais seulement en tant qu'État, nous ne pouvons pas négocier l'arme à la tempe, disant que si vous ne nous vendez pas, nous allons venir, nous allons faire la guerre, nous allons. Nous ne pourrons vendre que si en le faisant, nous savons c'est que la République démocratique du Congo gagne en retour. Parce qu'en termes de pertes, c'est évident. Si nous créons un canal qui va vers le lac Tchad, nous n'aurons pas 12% de la réserve d'eau douce du monde. Nous n'aurons pas 60% de la réserve d'Afrique, ça c'est certain. Et quand nous perdrons cette potentialité-là, qu'est-ce que nous gagnerons en retour? Nous sommes un État, je crois qu'on ne va pas négocier comme ça, disant que bon, non, l'État ne négocie pas par pitié. L'État a des citoyens qu'il gère, il négocie en raison des intérêts de ces citoyens-là. En faisant ceci, je gagne quoi? C'est à ce niveau-là que l'on est. L'avenir nous dira ce qu'il en sera. Mais sinon, c'est à ce niveau-là que l'on est. Sur le crédit carbone, il faudrait que l'on envisage la création d'un crédit victime. Je dois dire que je suis totalement d'accord avec l'idée parce que ce crédit est donné à la République démocratique du Congo qui, à un certain moment, est victime aussi de l'industrialisation du monde. Donc, si en République démocratique du Congo, il y a une population qui est encore plus victime, il y a une communauté, comme vous avez dit, la communauté des albinos, qui est encore plus victime que le non-albinos, est-ce que ça serait une injustice d'accorder un crédit victime pour cette communauté? Moi, je crois que ça sera simplement une justice. Mais ça, c'est à vous de faire ces plaidoyers-là, à vous d'en démontrer les biens fondés pour que la République démocratique du Congo puisse en tenir compte. C'était une question qu'on avait partagée avec Maître Henri, je crois qu'il va revenir sur les aspects que je n'ai pas abordés. Il y avait monsieur Jean-Marie Mangoubel, non, là il n'y avait pas une question, c'était une suggestion. En ce qui me concerne, j'ai bien noté que l'État puisse accompagner les ONG. On va étudier cette question-là pour voir dans quelle mesure l'État va accompagner les ONG sans pour autant violer justement la Constitution qui consacre l'indépendance de ces ONG-là. Il y a, je crois que M. Béa, sauf si j'ai oublié, c'est M. Béa. M. Béa a parlé de la contrepartie et de à quel niveau se situe la contrepartie par rapport à COP21 et COP22. Justement, c'est tout le problème que nous avons et que nous avions de la faiblesse de l'État. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'était passé au niveau de la COP21, on se rendra compte que par rapport au degré de sa contribution en termes de poumon économique du monde, la contrepartie qui était réservée à la République démocratique du Congo est très insignifiante. Et c'est à ce niveau-là que je disais que les ONG doivent accompagner l'État dans ces plaidoyers-là pour que nous puissions avoir une contrepartie équivalente à notre contribution. Les amis de société, les sociétés industrialisées ont pollué le monde et ils continuent à le faire. Ils mettent en place un crédit, qui s'appelle crédit carbone, qu'on donne aux gens qui assurent l'équilibre par rapport à leur pollution. La contrepartie doit être équivalente, plus ou moins, à ce que nous donnons.
Ce qui a été proposé à la COP21, nous avons suivi les discussions de nos experts, était de très loin insignifiant. Pour preuve, le Brésil reçoit avec l'Amazonie une somme très considérable, alors que nous, qui avons le deuxième poumon, nous n'en recevons que des miettes. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a cette diplomatie verte qui est en train d'être faite. Bon, les déchets biodégradables, on a interdit, c'est vrai, mais c'était un processus. On a commencé d'abord avec les sachets dans les supermarchés. Aujourd'hui, on n'a plus de sachets dans les supermarchés. Nous avons des emballages biodégradables. C'est déjà une avancée. Le bouteille, ici, c'est vrai, ce n'est pas biodégradable à mon sens. C'est un processus qui est en train de continuer. Mais en attendant qu'on atteigne les niveaux de l'élimination de toutes ces bouteilles, il faudrait que l'on ait un comportement responsable. On engage à diversifier notre économie. C'est-à-dire, on va s'engager dans l'économie qu'on peut appeler l'économie verte, ou l'agriculture si on veut. Cette économie permet également de contribuer à la stabilité de l'équilibre de l'écosystème. Et évidemment, en dehors de l'agriculture, il y a ces projets qui avaient déjà commencé avec le gouvernement, je crois, Matata, oui, c'était Matata, de planter des arbres et tout ça. C'est une politique qui est en train de continuer et on ne va pas l'arrêter, on va la continuer parce qu'en tant que République, nous contribuons aussi à ce que les réchauffements climatiques n'atteignent pas des niveaux très élevés, parce que même si on n'est pas directement ou si on n'est pas ciblé, menacé au premier plan, mais c'est une menace qui pèse sur le monde entier et dont nous aussi. Passons au deuxième intervenant. Merci. Je remercie les conseillers pour les premiers éléments des réponses. Donc, je voudrais revenir sur un certain nombre de points qui ont retenu mon attention pour essayer de donner certains compléments d'information. Je voudrais commencer par la question des crédits victimes, qui est une très bonne proposition. Mais je crois que pour arriver à mettre sur la table de négociation cette proposition, il est quand même important de voir ce qui est déjà fait à l'amont. Et qui ressemble à de telles propositions. COP21, COP22, je sais qu'il y a un certain nombre de résolutions qui ont été prises, notamment il y a par exemple des mécanismes de paiement pour services environnementaux qui existent, tirés d'un certain nombre de principes tels que le principe pollueur-payeur. Ces principes qui voudraient que les grands pollueurs dans le monde soient obligés de payer des services à des pays en voie de développement qui s'abstiennent ou qui n'ont pas la capacité de porter atteinte aux écosystèmes forestiers. Ça existe dans les différents engagements juridiques tirés des DECOM. En dehors de ça, pardon. Ça n'a jamais été soulevé même au niveau. Voilà, c'est même ça. Voilà, c'est même ça le problème. Parce qu'à côté de ça, il y a même également des autres mécanismes tels que les RAID qui existent. Il y a d'autres mécanismes tels que la responsabilité sociale des entreprises ou des multinationales. Ça, c'est vraiment mis au clair dans les différents documents juridiques, mais ça n'a jamais été, voilà, ça n'a jamais été dit clairement, ça n'a jamais été suivi des mécanismes d'accompagnement et d'application, si bien qu'aujourd'hui, on peut ajouter, on peut faire voter pour des raisons politiques dans ces assises-là un crédit victime, mais je crains que s'il n'y a pas de mécanismes de suivi, des mécanismes d'accompagnement pour arriver au respect des engagements, que ces crédits victimes puissent tomber dans la même situation que tous ces mécanismes qui existent aujourd'hui. Donc c'était juste un complément par rapport à ce que vous avez proposé. Donc aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de mobilisation, beaucoup plus de suivi,
pour que les engagements pris par les États pollueurs soient évidemment respectés. Et là, il faut que les États en voie de développement, les États qui sont des poumons au niveau mondial, comme le nôtre, aient une diplomatie capable d'exiger le respect des engagements par le pays développé. Sinon, on peut faire des propositions et des propositions. En tout cas, on risque de retomber parce que c'est quand même, excusez-moi de le dire, c'est quand même enfantin ou encore primaire de se comporter de la même façon et de s'attendre à des conséquences différentes. Je peux compléter là aussi. Mon frère, parce qu'il était en train de parler de crédit et de victimes. L'industrie ou toute usine qui exploite les ressources naturelles, il s'ensuit ce qu'on appelle des externalités positives tout comme des externalités négatives. Et lorsqu'il y a des externalités négatives, directement le mécanisme de la responsabilité sociale de cette entreprise est engagé. Il faut que cette entreprise, au-delà de la recherche des livres, au-delà de la recherche des bénéfices de son objet d'exploitation, cette entreprise doit être disposée à rendre des services en compensation de tout ce qui est son action ou son entreprise est en train de mener comme conséquence négative au mépris de la population qui environne le secteur d'intervention. Et donc c'est de la responsabilité de notre État, de la responsabilité du gouvernement de prendre des mécanismes concrets pour que ces mécanismes de paiement soient évidemment exécutés. Et je crois que ce serait la même chose pour tous les autres États qui sont en voie de développement, qui se retrouvent dans la même position que nous face aux grands pollueurs qui sont les États occidentaux. En deuxième lieu, je voulais, en complétant les autres, appeler au moins à un comportement éco-citoyen pour ces risques qui pèsent sur nous. Évidemment, au départ, on a porté la question du changement climatique au seul niveau international, en oubliant qu'au niveau national, il y a quand même à un certain niveau de menaces déjà envers nos besoins vitaux nous-mêmes dans la société congolaise. Et là, je vais prendre la question, par exemple, la gestion de déchets non biodégradables. Vous pouvez voir dans la ville, par exemple, nous avons des rivières, nous avons des canaux qui sont pleins de ces bouteilles ici. Les rivières, par exemple. Si les rivières sont pour nous juste un endroit où on peut aller jeter un coup d'œil pour voir comment l'eau coule, moi je pense que pour une certaine catégorie de la population, ces rivières représentent une source pour tirer des réponses à leurs besoins vitaux. Et donc, nous-mêmes, si aujourd'hui, en tant que Congolais, sans tenir compte des pays occidentaux, si nous n'avons pas un comportement éco-citoyen, ça veut dire que nous-mêmes, par rapport à la question de la gestion de l'environnement, du changement climatique, nous allons commencer déjà nous-mêmes à porter atteinte à notre propre vie, sans que la question reste seulement au niveau global, au niveau mondial. Donc un comportement citoyen de notre côté aussi en tant que jeunes, en tant que population, est important pour réduire déjà les problèmes liés à la gestion de l'environnement auquel nous sommes confrontés. Et je crois que la ville de Kinshasa, comme toutes les villes du pays, a quand même un rôle à jouer par rapport à ça. En troisième lieu, c'est la question de la contrepartie qui a un trait à ce que j'ai dit avant. Mais je voulais quand même soulever que ça, c'est une inquiétude personnelle que je voudrais partager avec tout le monde. Je me demande si, par exemple, les mécanismes de paiement pour services environnementaux, pour nous, les pays en voie de développement, est-ce qu'à un moment, nous ne serons pas obligés d'arriver à démontrer notre capacité de nuisance pour que nous puissions réellement bénéficier de ces mécanismes de paiement? On peut voter, par exemple, un fonds vert. Voyez-vous, on vote un fonds vert pour financer les services sociaux envers les pays qui ont des forêts et qui préservent, qui permettent de faire face au réchauffement climatique. Mais dans le concret, on se demande est-ce que ces fonds verts servent vraiment à la population de ces pays-là? Et dès lors, on peut être amené à se poser la question de savoir peut-être que tant qu'on n'aura pas montré à la face du monde que nous pouvons réellement exploiter nos forêts, peut-être que les pays occidentaux ne feront pas du danger. Parce que là-dedans, il ne suffit pas d'avoir des forêts, non. On peut avoir des forêts et qui existent là. Mais si vous n'avez pas la capacité d'exploiter ces forêts-là,
comment est-ce que vous pouvez exiger qu'on vous paye quelque chose? Parce que la forêt, elle est là et elle existe. Et la question aujourd'hui, il faut se demander, au Congo, est-ce que nous avons réellement toutes les capacités de base pour industrialiser notre pays à partir de l'exploitation forestière, par exemple? Est-ce que nous avons ces capacités-là? Si nous n'avons pas ces capacités-là, en tout cas, je crois qu'il y a un certain nombre de fonds qui pourront être bloqués. Mais ce sera difficile qu'on puisse en profiter. Les extrémistes nous amèneraient un jour à nous dire non, il faut montrer notre capacité de nuisance, ce qui n'est pas bon, et je crois que nous, les ONG, nous avons la bonne avenir là-dessus. Parce que les extrémistes risquent de nous appeler à mettre à incendier nos forêts pour montrer les capacités de nuisance, faute des capacités pour les gouvernements congolais à exploiter suffisamment les forêts pour montrer à la face du monde que si nous voulons nous abstenir de cette exploitation, évidemment vous êtes obligés de nous transférer autant de millions de dollars comme fonds de compensation pour services rendus à l'environnement. La question des tourbières électrotechniques, j'ai cherché un technicien ici, je n'ai pas vu, mais je vais quand même placer un mot. Il y a quelqu'un qui a demandé si la découverte des tourbières est bon ou... Évidemment, quand je faisais le master en gouvernance environnementale, il y avait des départements, il y avait ceux qui étaient dans le département hommes et forêt, parmi lesquels il y a eu des sciences sociales, et les autres qui étaient forêt et environnement, qui se sont spécialisés là-dessus. Mais quand j'ai essayé en tant que juriste quand même de me cultiver là-dessus, la tourbière apparaît seulement comme une des solutions que le Congo offre par rapport à la question du changement climatique. La capacité pour nos forêts d'emprisonner voilà, comment? Voilà, les effets d'absorber, emprisonner pour ne pas les relâcher. C'est ça le rôle que nos forêts jouent et c'est le même rôle que la tourbière joue. Donc, ça séquestre, ça emprisonne le carbone pendant un bon bout de temps sans pouvoir les relâcher dans l'atmosphère. Et c'est comme ça que ça joue un rôle important pour l'équilibre climatique. Donc c'est juste une richesse climatique de plus, mais évidemment il y a là derrière toute la question de la justice climatique pour arriver à se rendre compte si réellement le Congo est en train de tirer profit de tous ces grands rôles qu'il est en train de jouer sur la question du changement climatique. Donc voilà autant d'éléments et je voulais compléter les éléments français. Merci. Merci beaucoup. Je prends la première série de questions. Je vais répondre. Oui, je vais répondre, M. Boas. One of them, albinos. Oui, c'est vrai qu'il y a des victimes, il y a aussi des victimes, ainsi de suite. Et à ce niveau, moi, je pense qu'on a déjà répondu à la question. J'aimerais ajouter aussi le fait qu'on doit être responsable pour démontrer, pour démontrer le degré, n'est-ce pas, de la victimisation. Et aussi savoir qu'il y a des mécanismes qui sont ouverts pour cela. Notamment, même la justice est là, elle est faite pour ça. Même les cours et tribunaux sont faits pour ça. Mais malheureusement, les questions de l'environnement, tout ça, ce sont des nouvelles questions, même les questions des droits de l'homme. Et vous verrez que la plupart des magistrats qui ont étudié avant ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas ces choses-là. D'où la nécessité de renforcement des capacités à ce niveau-là. Parce qu'on a connu une situation comme ça au Nigeria. Il y a eu toute une affaire devant les juridictions au Nigeria pour le peuple, les Ogoni. Et les Ogoni qui réclamaient, il y avait des industries, ils étaient victimes. La justice ne pouvait pas savoir ce qu'ils devaient faire quand on regarde les lois qu'ils ont étudiées. On leur dit, mais il y a la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et bon, ils étaient dépassés. Mais à un niveau, on est arrivé jusqu'à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a enfin condamné les entreprises européennes pour indemniser les victimes qui sont nigériens. Mais alors là où la justice nigériane n'a pas été capable de faire indemniser sa propre population. Donc ce sont des données qui sont très importantes. Nous devons être à la page. Aujourd'hui, même si tu es juriste, il y a des défenseurs des droits de l'homme ici qui s'intéressent aux questions des droits de l'homme et ils connaissent beaucoup. Avant même que la loi ne soit publiée, il y a des défenseurs des droits de l'homme qui connaissent ça. Et donc, nous devons toujours un effort pour nous mettre à la page. Et M. Mangoumbe, vous avez aussi évoqué la question
beaucoup de théories en masse et consorts, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est à ce niveau que nous disons qu'il y a nécessité d'une éducation à la citoyenneté. Et qu'on intègre certaines notions à la base. Donc c'est depuis l'école primaire qu'on doit apprendre certaines de ces notions. Il n'y a aucune classe aujourd'hui où on peut apprendre à quelqu'un de prendre la bouteille ou le papier ici pour aller le jeter. Or, ce sont des notions qu'on devrait apprendre aux élèves depuis l'école primaire. Donc, il faut aussi enseigner les enseignants pour qu'ils sachent intégrer certaines notions importantes qui nous forment comme des personnalités complètes. Parce que nous avons des formations, c'est la technique, c'est la mathématique, on est beaucoup carré dans certaines histoires. Donc, il faut qu'on puisse arriver à dépasser ce niveau-là. Et pour M. Patrick, à propos de la tourbière, il a déjà si bien répondu. Et je veux donner l'information qu'à un certain moment, on a tourné même des vidéos pour montrer la tourbière qui est en RDC. Il y a des gens qui sont venus du Canada, de l'Europe, et qui ont fait beaucoup de choses là. Et il y avait beaucoup de financement de la communauté internationale pour arriver à ce point-là. Et moi, je crois que nous, ici, nous-mêmes aussi, nous devions aussi nous engager dans la réflexion. Vous, personnellement, vous nous venez de nous donner de bonnes informations par rapport au barrage Inga, tout ça. Non, il y a des connaissances. Et même dans les questions des droits de l'homme, il y a beaucoup de questions techniques qui nous passent par-dessus la tête. Il faudrait que vous puissiez vous en intéresser pour nous édifier tous sur ce qu'on doit faire. Enfin, monsieur Béa, c'est monsieur Béa, oui. Enfin, oui. Et donc, maintenant, je voudrais dire aussi un petit mot par rapport à la journée du 19 septembre. Nous avons été hier, et c'est maître Arsène qui a posé un problème. Il dit oui, nous sommes en train de fêter aujourd'hui la journée de la paix. Parce que quand on parle de l'environnement, ça se lie avec la paix. Il n'y a pas de paix si l'environnement n'est pas sain. Non plus, il n'y a pas d'environnement sain là où il n'y a pas de paix. Donc ce sont des choses qui sont liées. Mais on se rappelle que c'est le 19 septembre qu'il y a eu des massacres des gens qui devaient tout simplement manifester. Ici, c'est une façon pour revenir et dire qu'aujourd'hui, nous saluons l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi, qui dans son discours, il insiste beaucoup sur l'état de l'homme et les droits de l'homme. C'est un signal qui est fort à un certain niveau. Mais cela doit être aussi pris en compte par nous tous et même par l'entourage du chef de l'État. Parce qu'il ne peut pas être seul à défendre les droits de l'homme alors que son entourage le plus proche ne défend pas les droits de l'homme. Je me rappelle qu'à un certain moment, on a connu le problème de séparation entre le pouvoir public et la société civile. C'est ce qui a amené le pays à un échec. Et si jamais le pouvoir public ne travaille pas de commun accord avec la société civile, c'est que tout ce qui peut être fait tombe dans le vide. Comme on dit toujours, tout ce qu'on peut faire pour nous sans nous est contre nous. C'est le langage de la société civile et partout dans le monde c'est comme ça. Voilà pourquoi l'inclusivité est nécessaire. Et nous espérons et nous souhaitons qu'avec monsieur le conseiller, nous saluons vraiment la présence ici, tout comme Maître Tshisekedi est venu et passé par ici, nous avons mené un grand combat ici pour des lois. Des lois importantes, comme toutes les lois. Il appartient maintenant à ce que cette nouvelle équipe puisse voir comment on peut revenir sur tous ces problèmes de lois qui par moments ont été bloqués tout simplement parce qu'on ne voulait pas. Par exemple, il y a eu des projets de loi pour supprimer la société civile. Ça, vous le savez. Et on a discuté de ces questions ici à un certain moment. Donc nous pensons qu'avec cet engouement et cette idée nouvelle qui vient avec le président de la République, nous sommes prêts à l'appuyer et qu'on puisse, à ce niveau, avec toutes les institutions, refonder l'État avec des mécanismes et avec des lois appropriées qu'on n'a pas pu obtenir à un certain moment parce qu'il y a eu des protections, il n'y a pas eu de contact, bon, surtout parce qu'il fallait des élections en 2016, il n'y en a pas eu et c'est ce qui a fait qu'il y a eu trop de problèmes par après. Pour la question. Venons là de prendre part à une journée citoyenne. C'est aussi de l'ONG nous avons eu à discuter avec les jeunes des interventions qui concernent le rôle
quelle action collective les jeunes sont aujourd'hui à faire pour faire avancer les agendas liés au changement climatique et garantir la paix dans la République démocratique. C'est une journée qui a valu la peine d'être organisée et pour son présent dans la mesure où aujourd'hui les jeunes ont été renforcés en capacité mais aussi en information, savoir quelle attitude réservée dans toute cette question qui concerne la communauté internationale. Nous avons saisi l'occasion pour rappeler les rôles et la place des choix que la RDC occupe dans les concerts des nations sur la question du changement climatique. Nous avons souligné le rôle de l'État congolais qui doit mettre en avant une diplomatie verte à mesure de faire bénéficier au peuple congolais les avantages par rapport à sa position sur la question du changement climatique, notamment dans les questions telles que la compensation pour la préservation de l'environnement, mais aussi d'autres questions telles que les paiements pour services environnementaux. Et en deuxième lieu, nous avons souligné que les jeunes avaient un rôle non seulement de dénonciation, mais aussi d'adhésion aux engagements politiques pris par le gouvernement congolais qui touche à la question de l'environnement, un rôle de plaidoyer, un rôle d'éducation de masse et de sensibilisation tel que nous venons de le faire aujourd'hui. Donc voilà l'essentiel de cette journée de formation à l'éducation des jeunes pour la question de la gestion de l'environnement et du changement climatique.